Bonjour, bonsoir ou bon après-midi pour les gens qui sont en France, hein. Bon matin pour nous au Québec. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le premier cours du double zodiaque avec Jean-Paul Michon. Bonjour Jean-Paul, ça va bien? On est fébrile ce matin. Bonjour Cécile, puis bonjour aux Français, puis bonjour aux Oui, Québécois. oui, super. Alors, Chaque fois que je fais une conférence avec des gens que je rencontre pour la première fois, les gens me posent toujours la question, comment on devient astrologue ou pourquoi vous êtes devenu astrologue? C'est grosso modo. Alors je vais dire deux mots là-dessus, si tu veux, parce que ça permettra aux gens de mieux me connaître. ouais. Donc, globalement, si tu veux, ce qui m'a amené à l'astrologie, c'est que je suis d'abord une personne qui est très sensible aux autres, ce que je dirais aux besoins des autres, à la souffrance des autres. Et moi, je suis toujours quelqu'un qui, d'un claquement de doigts, je veux rendre service, veux faire quelque chose. Et donc, le fait est que dans ma vie, j'ai étudié, et j'ai commencé par étudier l'électronique, puis j'ai étudié l'électricité industrielle, puis après j'ai fait psycho, puis après j'ai fait l'école d'architecture, etc. Et chaque fois que je me suis retrouvé dans un environnement de travail, euh, ce principe de donner tout ce qu'on peut avoir en soi pour rendre le meilleur service, ben, ce n'était pas toujours bien vu parce que il y a la compétition, il y a ceci, cela. Donc, j'ai toujours été mal à l'aise dans un environnement de travail jusqu'au moment où, après avoir découvert l'astrologie il y a 40 ans maintenant, euh, j'ai découvert qu'il y avait quelque chose là. Et j'ai commencé à l'étudier, à travailler. Et c'est quand j'ai découvert l'astrologie spirituelle que j'ai dit c'est vraiment là ma voie. Et donc j'ai étudié ça et je me suis rendu compte que euh, en psychologie on apprend plein de choses, mais moi je me suis rendu compte que c'était plate et c'est vraiment l'astrologie qui m'a permis de développer, comment dirais-je, un outil qui permette de comprendre les gens. Donc c'est un petit peu ça que je voulais dire, parce que maintenant, avec 35 années d'expérience d'astrologue professionnel, ben je peux dire que je sais de quoi je parle. Voilà. Super. Merci Jean-Paul. Cette première page, c'est le résumé de ce que je viens de dire Oui. pour ce qui est de ma carrière d'astrologue. C'est-à-dire que ça explique un petit peu mon cheminement, puis c'est ça. Donc, ce que je veux dire au départ, c'est le premier cours qu'on fait, ça va être un cours sur le zodiaque. Et donc, ce que j'explique, c'est que euh, pour comprendre une carte du ciel, il faut d'abord comprendre ce que j'appelle l'intelligence du zodiaque. C'est-à-dire, souvent les gens ils disent je suis Gémeaux, je suis Sagittaire, mais c'est pas ça le zodiaque, c'est quelque chose d'un peu plus sophistiqué. Et donc, je vais faire une espèce de description systématique de tout le zodiaque pour expliquer comment il fonctionne. Et je demande effectivement à chacun de pouvoir s'identifier avec la description des signes du zodiaque parce que c'est quelque chose de beaucoup plus subtil. Alors, c'est ça. Voilà. Alors, d'abord, comme je dis, pour débuter, il faut connaître le vocabulaire astrologique. Donc, si les gens ne connaissent pas, eh bien, ils ont ici le nom des signes et le nom des planètes avec leurs symboles. Alors, ils reverront l'enregistrement parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui connaissent les symboles. Donc, par exemple, le premier, c'est Bélier avec son symbole au-dessus, qui est gouverné par Mars avec sa planète au-dessus, avec le symbole de la planète au-dessus. Donc, j'insisterai pas trop là-dessus parce que ils pourront y revenir et accéder à ça en réécoutant l'enregistrement. Voilà. Donc, je vais parler du signe du Bélier. Voilà. Alors, le signe du Bélier, euh, c'est le signe du début du zodiaque, du commencement. D'ailleurs, en astrologie traditionnelle, on parle, c'est le signe le début du printemps, c'est vraiment une renaissance. Mais d'une façon générale, le signe du bélier, donc qui est gouverné par Mars, c'est c'est pas uniquement, souvent on va décrire le bélier comme un signe qui est un peu bagarreur, machin, etc. Mais c'est pas ça qui est important. C'est de comprendre que l'ensemble du zodiaque, c'est une espèce de chaîne et chaque signe du zodiaque est, comment dirais-je,
ils sont liés tous les uns avec les autres. Et l'affaire du bélier, ce qu'il faut comprendre, c'est quand le signe du bélier, il vient du signe du poisson. Et donc, le signe du poisson, c'est d'abord la symbolique de la fusion avec l'ensemble des gens. Et donc, quand on est bélier, eh bien, il faut apprendre un petit peu à sortir de cette fusion avec les gens et de développer son individualisme. Souvent, je compare le signe du bélier au petit oiseau qui vient de tomber de son île, puis il doit donner des coups de bec pour avoir sa pitance, il doit faire sa place dans la société, il doit apprendre à se manifester en tant qu'individu propre. Et donc, le signe du bélier, c'est pas quelqu'un qui est agressif, comme souvent on le dit, mais c'est quelqu'un qui cherche à prendre sa place. Et donc, la principale composante du signe du bélier, elle vient du poisson qui le précède. C'est-à-dire que c'est avant tout, souvent d'ailleurs on trouve des béliers dans les environnements de travail, puis souvent on les trouve qui manifestent du mécontentement, mais le mécontentement qu'ils manifestent n'est pas le leur, ils sont capables de percevoir la difficulté des autres, donc ceux qui sont gérés par le poisson, et qui souffrent quelque part, et lui, il va être à l'avant-garde pour dénoncer toutes ces situations de souffrance des autres. Donc souvent le bélier se fait mal voir à cause de ça, mais c'est parce qu'il a des bonnes intentions derrière. Voilà. Donc ça c'est le principe du bélier, et on va donc aller au suivant, le taureau. Alors le taureau, c'est ici, voilà. Alors le taureau, donc le taureau est gouverné par la planète Vénus. Et alors c'est intéressant parce que j'aime beaucoup la comparaison entre le taureau et le bélier, parce que le taureau justement c'est quelqu'un qui doit comprendre la vie sur le long terme. C'est-à-dire que le taureau, il a besoin de stabilité, il a besoin de ce signe aussi du confort, de bien-être, etc. Et je compare souvent justement la relation entre le taureau et le bélier, entre la relation entre un homme et une femme. Et souvent, j'ai des couples qui viennent me voir, ou des hommes qui viennent me voir, puis qui ne comprennent pas la relation avec une femme. Et donc, ce que j'explique souvent, justement, c'est que le bélier, c'est le coït, c'est-à-dire c'est la relation sexuelle. On fait quelque chose, ça ne dure pas longtemps, puis on s'en va, bonjour, bonsoir. La femme, elle est gouvernée par le signe du taureau. La femme, pour s'unir avec un homme, elle a besoin de stabilité, parce qu'elle reçoit la semence, mais elle ne peut, dans sa tête, pour que la semence puisse, pour qu'elle puisse livrer la marchandise, eh bien, il lui faut justement de la stabilité dans le long terme, des garanties, comme quoi tout va bien se passer sur le long terme. Donc, cette relation entre l'homme et les femmes est très bien décrite justement par sa relation entre le bélier et le taureau. Et alors, la chose qui est très importante aussi, c'est que dans le signe du bélier, on est souvent confronté à la pauvreté parce que le signe du bélier, c'est le signe de on veut tout de suite, et puis quand on a quelque chose, ben on veut en profiter au maximum, alors que le taureau, lui, il a cette vision sur le long terme. Et donc, ce que le taureau a compris, c'est que si on veut être heureux à long terme, il faut accumuler des richesses. Et donc, la première richesse que le taureau va accumuler, c'est des connaissances. C'est-à-dire que quand on est bélier, ben, on cherche des jobs, des petits jobs qui sont souvent mal payés, etc. Et le taureau, lui, va comprendre que la seule façon de... Excusez-moi, j'ai la gorge qui râpe un peu. Prends ton temps. Une chose qui arrive. Le taureau, lui, il va comprendre que c'est l'accumulation des connaissances, de faire des études, d'avoir des diplômes, qui va permettre d'avoir des jobs mieux payés et de choisir ces jobs et d'avoir une meilleure qualité de vie. Alors, il y a quelque chose d'intéressant dans le taureau à comprendre là-dedans, c'est que Vénus n'est pas uniquement la planète de la beauté, de l'amour, de machin, etc. C'est une planète
qui a une espèce de vision globale sur les choses à long terme pour savoir qu'est-ce qui est cohérent avec la vie. Fait que si c'est Vénus qui gouverne, c'est pour ça que c'est un lien avec les femmes. Oui, parce que les femmes, bien sûr, on parle souvent de Vénus comme la beauté, l'esthétique, le charme, mais les femmes ont cette conscience. Et c'est pour ça que on est dans une société, comment dirais-je, patriarcale, faite par des hommes, et on voit justement les religions, entre autres, justement, elles veulent mettre, tasser les femmes pour pas qu'elles aient prennent part à la société. Et les hommes, ben, qu'est-ce qu'ils veulent souvent, c'est faire la guerre. Alors que les femmes, la seule chose qu'elles veulent faire, c'est la paix. Justement, toujours pour le même principe, c'est que si on veut euh, euh, avoir des enfants, élever des enfants, éduquer des enfants, ben, ça ne se fait pas sur des coups de tête, ça se fait sur le long terme. Donc il y a toute cette philosophie qui est derrière le zodiaque qui est extrêmement intéressante à comprendre. Voilà, le Gémeaux. Alors les Gémeaux, c'est gouverné par Mercure. Et donc, le signe des Gémeaux, s'il suit donc le signe du Taureau, c'est que le Taureau, il a compris quelque chose, c'est que la seule façon d'accumuler des richesses, c'est d'accumuler des connaissances. Et donc, le Gémeaux, lui, il va partir de cette base-là, et lui, son intérêt du Gémeaux, ça va être de partager, d'échanger, de se faire connaître, de se vendre, hein, quelque part, de vendre des connaissances du Taureau. Et puis, en même temps, il va avoir la curiosité de rencontrer des gens, de développer d'aller à la recherche de nouvelles connaissances, des connaissances complémentaires, etc. Il y a un travail au niveau du Gémeaux qui est extrêmement important, mais c'est ça qui est important à comprendre, c'est que le Taureau, il est là, le Gémeaux, il se base sur justement ses acquis taureaux. C'est-à-dire que souvent, le Gémeaux, on dit il parle, il aime bien parler, il aime bien s'écouter, s'entendre parler, etc. Mais parce que le Gémeaux, il a surtout des acquis qui sont liés au Taureau qui a accumulé les connaissances. Alors, la dynamique entre la relation entre le zodiaque était extrêmement importante à tenir compte. Euh, D'accord. Et alors, ce qui est important, je fais un petit aparté à ce moment, parce que c'est pour dire que euh, le Gémeaux en question, ou le Taureau en question, ou le Bélier en question, c'est pas la personne qui a le Soleil dans le signe en question, c'est pas le Bélier ou le Taureau ou le Gémeaux. C'est pour ça que je dis qu'il faut pas s'apparenter aux descriptions, parce que on a tous dans notre carte les 12 signes du zodiaque, et donc cette faculté Bélier, Taureau ou Gémeaux, eh ben, tout le monde l'a dans sa carte du ciel. Elle va s'appliquer à un domaine particulier qu'on verra quand comment dirais-je, quand on va étudier les maisons. Ouais, c'est pour ça que c'est important que tu passes à travers chacun. Oui, c'est ça. Parce que l'importance que je passe à travers chacun, c'est que justement, il faut comprendre qu'on les a tous, ces signes du zodiaque. Et C'est donc, ça. chacun de ces signes du zodiaque va s'appliquer à un domaine spécifique de notre existence. Alors, hop là, là ça va plus vite que Par je. l'autre bord. Ouais. Voilà. Alors, le cancer est gouverné par la Lune. Alors là, c'est pour ça que je mets le symbole en face le signe. Hein. Voilà. Alors, de ce côté-là, bingo. Voilà. Alors, la Lune, le signe du cancer est intéressant à connaître parce que là encore, il se définit en relation avec le signe du Gémeaux précédent. Puis là, les gens, c'est quoi la relation entre le Gémeaux et le cancer? Eh bien, le signe du cancer, c'est le signe des émotions. Et donc, la chose que doit faire la personne après le signe du Gémeaux, c'est d'intégrer les connaissances sur le plan émotionnel. Et donc, c'est là que ça devient intéressant de comprendre que souvent, on a affaire à des gens qui ont accumulé des connaissances, donc au niveau Gémeaux, puis ils sont capables de parler pendant des heures et faire des grands discours, etc. Et souvent, ils ne sont pas capables de les intégrer au niveau émotionnel. Et ce niveau émotionnel, justement, il est aussi en relation avec les autres. C'est-à-dire que le cancer, c'est le signe de la sensibilité qui a intégré la connaissance du Gémeaux
et qui est capable de la partager avec les autres sur le plan émotionnel. Donc un cancer a plus de chances de se faire comprendre qu'un Gémeaux à cause de ça, parce que le cancer, lui, il va parler avec la voix du cœur, c'est-à-dire la voix de l'émotion. Hein. Et donc souvent, le cancer, c'est pour ça qu'il préférera souvent se replier dans sa chambre, dans son bureau, dans un endroit tranquille, pour pouvoir justement intégrer son vécu précédent du Gémeaux, pour l'intégrer dans ses tripes, si vous voulez. Et donc il y a quelque chose de majeur à comprendre là-dedans. Parce que le signe du cancer, c'est donc un signe d'eau. Hein. On a bélier, signe de feu, taureau, signe de terre, gémeaux, signe d'air, et cancer, signe d'eau. C'est-à-dire que tout se passe sur le plan émotionnel. Alors on a 3 signes d'eau, bien sûr, c'est poisson, cancer et scorpion. Et l'importance de la dimension émotionnelle dans ces 3 signes-là est majeure. Voilà. Alors, c'est pour ça que les cancers, ils aiment souvent se replier et puis ne pas trop interférer avec les autres. Voilà. Alors, suivant, le lion. Voilà. Alors, le signe du lion. Le signe du lion est gouverné par le soleil. Et là, l'astrologie du double zodiaque a découvert quelque chose d'important, c'est que le soleil est apparenté au moi psychologique. Et donc, une fois qu'on est passé par le signe du cancer, eh bien, on est capable d'affronter les gens avec de véritables connaissances et avec une garantie que tout a été maîtrisé sur le plan émotionnel. Donc la relation entre le lion et le cancer, c'est le lion à maîtriser l'ensemble des valeurs, des connaissances sur le plan émotionnel. Et donc, tant que le lion n'aura pas véritablement bien maîtrisé ses valeurs au niveau du cancer, il aura énormément de mal à être qui il doit être dans la vie. C'est-à-dire le lion, c'est l'affirmation de soi, l'affirmation de soi dans les valeurs, etc. C'est drôle, hein, parce que je remarque qu'on est lune et soleil, un à côté de l'autre, tu sais, comme les opposés qui sont un à côté de l'autre. Alors oui, mais c'est ça qui est intéressant, puis on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est une bonne question. C'est que on voit dans les cartes du ciel que la relation entre le soleil et la lune correspond à ce que j'appellerais un équilibre psychologique. Ouais, la mère, le Et père. ouais, c'est ça. Ça, c'est encore des bonnes questions. Mais malheureusement, le soleil ne veut pas dire obligatoirement le père. Mhm. Parce que l'enfant, la petite fille, par exemple, elle va chercher à s'identifier à sa mère. Donc la valorisation de l'ego pour une fille, pour une femme, c'est sa mère. Et donc, pour un garçon, c'est le père. Et alors, ce qui est intéressant, justement, c'est vraiment une bonne question, puis il y a de quoi écrire un livre là-dessus, c'est que le cancer, c'est la dimension émotionnelle de la relation humaine. Et dans l'enfance, on parle souvent du complexe d'Oedipe. Eh bien, le complexe d'Oedipe, justement, c'est que l'enfant doit apprendre à développer des relations émotionnelles avec le parent du sexe opposé. Et donc, c'est ça, la complexe d'Oedipe. Et donc, en fait, ce complexe d'Oedipe, c'est l'apprentissage, grosso modo, de la vie de couple. Et donc, la petite fille, au niveau de la Lune, eh bien, elle va essayer de rentrer émotionnellement en relation avec son père, être appréciée, etc. Et le petit gars, ça va être avec sa mère. Mais ce principe de complexe d'Oedipe, c'est l'apprentissage de la relation émotionnelle avec le parent du sexe opposé, pour qu'une fois qu'on est rentré en Lion, eh bien, on puisse s'affirmer comme principe en relation avec le parent du même sexe. Donc il y a toute une réflexion à avoir là-dessus, mais on aura l'occasion d'y revenir. Oui. Et alors, je vais parler maintenant du signe. Je m'amuse des fois un petit peu, mais bon.
C'est rigolo. On l'a dit, L'astrologie, on fait ça pour s'amuser, hein. quoi? Tu me l'as dit plusieurs fois, on fait ça dans le plaisir. Oui, mais c'est passionnant. Il y a tellement de choses à découvrir avec l'astrologie que c'est vraiment intéressant. Puis, alors, le signe de la Vierge, donc, est aussi gouverné avec Mercure. On aura l'occasion de revenir là-dessus souvent. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, dans l'astrologie traditionnelle, on parle de la Vierge comme le signe de l'humilité. Puis quand on y regarde d'un peu plus près, quand on comprend ce principe de continuité du bélier jusqu'au poisson, en passant par tous les signes, qu'on a tous dans nos cartes du ciel, on découvre que le signe de la Vierge, ce n'est pas le signe de l'humilité, c'est le signe de l'expertise. Souvent, je donne l'image de l'avocat qui se pointe au tribunal. L'avocat qui se pointe au tribunal, il arrive avec sa parade de lion, dans laquelle il veut bien paraître, il a une belle toge, etc., tout un apparat. Mais qu'est-ce qui va valoriser le signe du lion? C'est le signe de la Vierge. Et donc, le signe du lion ne pourrait être valorisé que par le signe de la Vierge. Donc, on voit que le signe de la Vierge prend ses sources dans le signe du lion. Le signe de la Vierge va chercher à démontrer combien il maîtrise une expertise, justement, pour confirmer le signe du lion qui est précédent. C'est passionnant à observer ça, Oui. quand on a compris le mécanisme. Là. Et donc, le signe de la Vierge, c'est l'expertise en tout. Et donc, c'est l'expertise en termes de détails, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va connaître ses dossiers, c'est quelqu'un à qui on ne peut pas raconter n'importe quoi, parce qu'il va toujours poser la question qui va nous déstabiliser, parce qu'il veut aller jusqu'au bout des choses. Et donc, c'est vraiment intéressant de comprendre que la Vierge, ce n'est pas, comment dirais-je, en relation avec l'humilité, mais justement avec l'expertise. Ça change tout dans la vie, ça. Dans la vie de l'astrologue, bien sûr. Alors, on va regarder maintenant. Ça va? Là, oui, est-ce qu'au niveau du temps, On est bon, là? là, il est 10h30. Ouais, on est bon. Moi, je sais pas, je te laisse aller pour Ben oui, on a ta 12 matière. signes à faire, on est rendu à 6. Parfait. C'est super. Voilà. Le signe de la balance. Alors, le signe de la balance, là encore, dans l'astrologie un petit peu traditionnelle, on parle de Vénus comme la planète du charme, de tati patata, mais on découvre, en observant les signes comme ça, dans leur continuité, que la balance, eh bien, elle prend sa source dans la Vierge. Alors, c'est compliqué cette affaire-là. Ben non, c'est pas compliqué. C'est que souvent, la Vierge, là, elle va s'enfarger dans les détails, elle sera plus capable. Au niveau du travail, par exemple, là, quand la Vierge, elle contrôle pas, comment dirais-je, ou elle manque du recul justement devant ce qu'elle fait, ben, elle va être incapable d'arrêter de travailler. Puis souvent, les gens donc, qui ont un aspect vierge comme ça, difficile, eh bien, ils vont souvent se faire avoir parce qu'ils vont se faire abuser. Et donc, c'est là que le signe de la balance, il prend sa source dans la Vierge, et Vénus, c'est pas la planète de l'amour, de la bienveillance, c'est tout ça, mais c'est aussi la planète de l'intelligence globale qui permet à la balance de prendre du recul devant ce que fait la Vierge. Et donc, la balance, c'est la planète de l'intelligence globale avec Vénus qui permet d'avoir, sans réfléchir, une vision globale des choses. Et c'est pour ça qu'on parle Vénus, planète de l'harmonie, parce que quand Vénus arrive quelque part, eh bien, elle sait exactement tout ce qui ne va pas. Et donc, c'est cette intelligence globale de la balance qui va permettre à la Vierge de réguler un petit peu son tempérament à vouloir trop en faire pour rendre trop service aux gens. C'est intéressant cette suite de logique de signes comme ça, parce qu'elle permet vraiment de comprendre la logique du zodiaque. Et donc ce signe de la balance, c'est effectivement le signe qui fait qu'on devient un petit peu négociateur entre la Vierge et le Scorpion qui est de l'autre bord.
Alors, c'est ça. Donc, le signe de la balance, c'est un signe d'entre-gens, justement, comme on dit souvent, de relations, d'équilibre dans les relations humaines. Et donc, le signe du scorpion, voilà, j'aime beaucoup le signe du scorpion. Le signe du scorpion, là, c'est gouverné par Pluton. Voilà. Alors, le signe du scorpion, c'est le signe de la guerre. C'est-à-dire que c'est le signe dans lequel on va s'intéresser plus particulièrement à ce que j'appelle l'intégrité, l'honnêteté, la transparence. Et donc le signe du scorpion, c'est chez nous, hein, donc un signe encore du signe d'eau comme le cancer et le poisson, c'est un signe qui va capter l'environnement humain à des kilomètres à la ronde, je dis ça souvent, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que dès qu'on rentre en relation avec une personne, le signe du scorpion, il va nous permettre de savoir, de connaître les intentions d'une personne qu'on fréquente. Et donc c'est ce signe du scorpion qui va justement aider la balance à ne pas se faire avoir quelque part. Parce que la balance, justement, elle veut contenter tout le monde. Hein. Et le scorpion, lui, eh ben, c'est lui qui va mettre les barrières, qui va faire en sorte que non, il y a des limites à ma naïveté, il y a des limites à me faire abuser. Et donc le scorpion, c'est pour ça que ça devient le signe de la guerre, parce que c'est le signe, donc, grâce à la planète Pluton, qui va faire qu'on va faire le nettoyage autour de soi en relation avec les personnes malsaines. Hein. Le signe du scorpion, là, c'est circuler et foutez-moi la paix. Hein. Laissez-moi tranquille, vive ma vie en paix. C'est intéressant de bien comprendre ce principe en relation entre le scorpion puis la balance. Le scorpion, c'est le garde du corps pour la balance. Hein. Malheureusement, on en a souvent besoin. Le Sagittaire. Ah ah, oh, pardon, on va trop loin. Doucement la souris, voilà. Aïe, on touche plus la souris. Alors, le signe du Sagittaire, donc, est gouverné par Jupiter. C'est le signe de la diplomatie quelque part, dans le sens que le signe du Scorpion qui était avant, là, lui, là, c'est monsieur qui a les guns, les pistolets à la ceinture et qui est toujours prêt à s'en prendre à tout le monde. Donc, comme je disais, c'est le signe de la guerre. Alors, c'est la personne qui met des clôtures autour de sa propriété. C'est la personne qui est vraiment très méfiante de tout le monde. Et en fait, c'est quelqu'un qui est tellement sensible aux injustices et tellement sensible à la malveillance des gens qu'il est incapable d'avoir des relations humaines normales parce qu'il veut tuer tout le monde. Hein, c'est pour ça que c'est le signe de la guerre. Et donc, c'est là que le signe du Sagittaire est intéressant parce que le signe du Sagittaire, c'est l'évolution en relation avec le signe du Scorpion. C'est de développer des lois qui nous permettront de vivre en paix. C'est-à-dire, c'est le signe du Sagittaire, il développe des lois, des barrières, des principes qui permettent à chacun de se respecter et comme on dit, la liberté des uns commence où celle des autres s'arrête. C'est-à-dire que Jupiter, ça met justement, ça permet des réflexions pour savoir comment vivre en paix en société. Et donc, le signe du Sagittaire, c'est le signe effectivement des grandes réflexions philosophiques, métaphysiques, spirituelles, pour comprendre comment on peut vivre en paix dans ce monde. Alors, c'est intéressant parce que aujourd'hui, on est dans un monde où il y a le bordel partout, et on se rend compte que notre monde. Alors, c'est intéressant parce que le signe du Sagittaire, c'est le signe qui est en relation avec l'environnement. Et on découvre que les causes des dérèglements climatiques, entre autres, sont liées justement aux abuseurs qui sont dans le signe du Scorpion.
Et donc, il y a une réflexion globale en relation avec ça, et on découvre que le signe du Sagittaire est là justement pour dénoncer aussi les abuseurs, c'est-à-dire les Poutines de ce monde qui veulent écraser les autres. Alors, il y a vraiment une réflexion extrêmement intéressante avec ce signe du Sagittaire. Alors, Capricorne. Le Capricorne, là encore, il prend sa sauce dans le Sagittaire, c'est que le signe du Capricorne, c'est un signe de terre, donc comme le signe du Taureau et de la Vierge, et donc le signe du terre, le signe du Capricorne, gouverné par Saturne, c'est le signe du réalisme, c'est-à-dire c'est le signe, le signe de la personne responsable. C'est la personne qui, comment dirais-je, met les choses à plat, puis c'est bien gentil d'avoir des grandes idées, des grands machins, des grands trucs et tout ça, de vouloir une planète sans pollution, de vouloir, comment dirais-je, qu'il n'y ait plus de riches sur la Terre pour qu'il n'y ait plus de pauvres, mais c'est pas comme ça que ça marche. Et donc, le rôle du Capricorne, justement, c'est prendre sa source dans le Sagittaire, dans la mesure où le Capricorne, il va refroidir les intentions du Sagittaire, qui sont des fois complètement loufoques, hurluberlus, complètement à côté de la réalité. Et donc, c'est là que la relation entre le Capricorne et le Sagittaire est intéressante à comprendre, pour comprendre comment la personne qui a d'immenses idées, d'extraordinaires idées, eh bien, va être capable de les mettre en œuvre avec le Sagittaire, avec le Capricorne. C'est formidable à observer cette relation justement entre les signes pour ça. Et donc, comme je me répète, on a tous les 12 signes dans notre carte du ciel, et on a tous, comment dirais-je, cette problématique vue différemment d'une carte à l'autre, mais on l'a tous, d'accord? Le signe du Verseau. Hop là, c'est dans ce sens-là. Voilà. Alors le Verseau, c'est donc gouverné par la planète Uranus, et là encore, le Verseau prend sa source dans le Capricorne. Le Verseau, en fait, la problématique du Capricorne, c'est la dureté. C'est que le Capricorne, c'est quelqu'un qui a des objectifs, des projets à réaliser, qui est souvent chargé de projets. Ça peut être le maire d'une ville, ça peut être quelqu'un qui a d'immenses responsabilités. Et lui, le Capricorne, il est froid, il est impassible, et il n'a pas de cœur, grosso modo. Peut-être pour ça qu'il est comme signe opposé au signe du Cancer. Et donc, il y a une relation au niveau des axes comme ça entre les signes. Et donc, le signe du Verseau, lui, il vient là pour tempérer un peu les exigences du Capricorne. Le signe du Verseau, c'est le signe de la fraternité, de l'humanité, de la solidarité. Et donc, on voit d'ailleurs, c'est le signe opposé au lion. Le signe, c'est comment dirais-je, l'affirmation de notre individualité. Eh bien, le Verseau, c'est le signe de l'affirmation de notre individualité collective. C'est pour ça qu'on retrouve dans le signe du Verseau le principe qu'on retrouve dans toutes les corporations, les associations qui regroupent des gens. Parce que le principe de solidarité qu'on retrouve dans le signe du Verseau, au départ, il est là justement pour faire barrière aux exigences du Capricorne. Et donc c'est là qu'on trouve les syndicats, etc., etc., etc. Tous les regroupements humains dans lesquels les gens se retrouvent pour leur idéologie, le travail, les problématiques, c'est toujours gouverné par le signe du Verseau. Alors c'est, comment dirais-je, un signe important de comprendre justement cette relation entre Uranus et le Capricorne. Et donc le signe des Poissons, là, c'est par là, le signe des Poissons, c'est gouverné par Neptune. Le Poisson, c'est le signe de la communion, ce que souvent j'appelle la communion des saints. C'est-à-dire que, tu sais, quand on se prend dans les bras les uns avec les autres, là, on a vraiment beaucoup d'amour les uns pour les autres, etc. Et donc, le Poisson, justement, prend sa source dans le Verseau, parce que le Verseau, c'est le signe de la communion, mais à l'intérieur d'un groupe. Et donc, le travail du Verseau, justement,
c'est d'arriver à accepter et à aimer les gens qui font pas partie de son groupe. Hein. C'est une problématique des syndicats dans une ville qui vont, comment dirais-je, bloquer complètement les services publics parce ils ont des revendications qui sont importantes et ces revendications vont au détriment des autres. Eh bien, le Verseau, donc, il doit, à travers le poisson, apprendre à conscientiser euh, la souffrance des autres. Hein. Et donc, ça, c'est la grande problématique qu'on retrouve aussi au niveau des religions. Souvent, les religions, les gens disent que c'est gouverné par le poisson, mais les religions ne sont pas gouvernées par le poisson, elles sont gouvernées par le Verseau. Parce que le Verseau, c'est le regroupement. Et puis, il y a certaines religions qui disent ben, on va tuer tous les infidèles, c'est-à-dire tous ces gens qui ne font pas partie du groupe. Donc, la religion doit évoluer vers le poisson, c'est-à-dire vers cette espèce d'amour universel. Mm. Cet amour universel qui fait que on aime les autres euh, comme, euh, comme, par rapport au fait que tout le monde est d'origine divine et tout le monde en tant qu'origine divine, tout le monde a quelque chose à faire sur Terre, tout le monde a un karma à vivre et on n'a pas à subir comment dirais-je, les préjudices, par exemple, d'une autre religion sous prétexte qu'on n'est pas d'accord avec eux. Ouais, ou Donc, qu'on est différent. ou qu'on est différent. Ça touche beaucoup de choses. Hein. C'est pour ça que le signe du poisson est très très important justement en termes de compassion. Mhm. Et donc, le signe suivant, c'est le signe du bélier. Et donc, le signe du bélier, c'est justement de se ressortir de cette notion de groupe dans lequel il n'y a pas d'ego pour apprendre à reconstituer, à reconstruire son moi psychologique, sa personnalité pour refaire un nouveau cycle. D'accord. Alors, c'est vraiment intéressant d'observer Oui. ça dans les cadres du ciel parce que c'est vraiment la clé. Alors, c'est pour ça que je tenais à faire de ce premier cours un cours sur comment dirais-je, le zodiaque, parce que il y a quelque chose de majeur là-dedans à comprendre et on retrouve ça systématiquement dans toutes les cartes. Alors, quelqu'un qui va me dire, moi je suis Capricorne, ben oui, tant mieux pour toi, mais ça ne me dit rien parce que ce qui est important, c'est d'observer la relation entre Saturne et Jupiter, puis Saturne et Uranus, pour savoir comment la personne vit son Capricorne. Vous voyez les subtilités Oui, parce que qui moi, sont ce que je comprends beaucoup plus, c'est que on peut pas parler du Capricorne sans sa planète. On peut pas parler du Poisson sans Neptune. C'est ça, absolument. hein? Et ça, c'est ce que je comprenais pas avant. Je mettais ça séparé. D'ailleurs, je savais même pas quelle planète gouvernait quel signe. Fait que Voilà. ça, c'est comme la Alors, je peux base. faire une petite parenthèse là-dessus parce que il y a effectivement l'astrologie que j'appellerais traditionnelle, qui elle avait été habituée de fonctionner sans les planètes qui ont été découvertes depuis Uranus 1700 et des poussières, Neptune 1800 et Pluton en 1930, etc. Mm. Donc l'astrologie traditionnelle, elle avait bouché des trous des planètes qui n'étaient pas là en mettant d'autres planètes. Hein. Saturne gouvernait le Verseau, Mars gouvernait le Scorpion et Jupiter gouvernait le Poisson. Mais là, on se rend compte en fonctionnant comme ça que ça marche pas. Donc, c'est une des premières choses que j'ai faites quand comment dirais-je, quand j'ai commencé à développer, à réfléchir sur le double zodiaque, c'est de comprendre qu'il ne pouvait pas y avoir deux planètes qui gouvernent un signe, mais que chaque planète avait un signe à gouverner, sauf évidemment la balance et Vénus et Mercure, dont on parlera largement dans un autre cours. D'accord. Voilà. Alors, Alors, donc parfait. la conclusion, le zodiaque représente l'origine et le cœur des cartes du ciel, doit être compris dans sa globalité, donc l'ensemble des signes. Nous expérimentons cette suite de signes du zodiaque à travers nos différentes activités et émotions chaque jour. Chacun, en fonction de son karma, vivra tous les signes du zodiaque dans leur globalité de façon personnelle. Mhm. Mhm. Et donc, après ça, je vais faire une petite réflexion sur la notion d'aspect. Parce que là, on vient de faire le tour du zodiaque. Mhm. On découvre que chaque signe du zodiaque a sa planète. Puis là, on va découvrir donc dans un prochain cours
que comment dirais-je, Je t'ai envoyé la date, la personne qu'on a choisie. ah, Elle est en France. ah ouais, La prochaine fois, si j'ai quelqu'un du Québec, on va pouvoir vous parler en direct. par le téléphone, oui. Mais là, Là, elle est en là, France, là, je peux pas. tu m'as envoyé les coordonnées, mais elles sont reparties aussitôt. Ah, Tu peux OK. Ben, me les je te les renvoyer, envoie une j'ai autre pas fois, le temps là. de les noter. De toute façon, continue, je te les envoie. Tu peux finir ce que tu es en train de dire. Ok. Je vais te laisser terminer. Je voulais juste les envoyer à l'avance. Ah, ça marche. Ce que ce dessin-là, ce diaporama qui est marqué aspect représente, c'est justement une approche que je dirais différente en astrologie, donc du double zodiaque, de l'astrologie traditionnelle. C'est que moi, je mets chaque planète responsable de chaque signe, comme on le voit sur la page, indépendamment de sa position dans la carte. On est bien d'accord, c'est que Saturne ne reste pas toujours là, ni Pluton. Mais il est très important de conscientiser que Mars gouverne le Bélier, Pluton gouverne le Scorpion. Et donc ces lignes que j'ai mis à l'intérieur, que j'appelle des interactions, représentent la relation, je dirais, fictive de Mars avec Vénus, de Mars avec Mercure, de Mars avec la Lune, etc. Et on découvre avec le double zodiaque que chaque planète a une relation privilégiée avec les 11 autres. Mhm. Hein, c'est-à-dire qu'il y en a 10, donc avec avec les 9 autres, mais du fait du doublage de Mercure et Vénus, ça en fait 11. Euh, et donc, il est très important de comprendre que pour chaque signe du zodiaque, là j'ai mis le cas du bélier, que le signe du bélier interagit avec le signe du poisson, avec le signe du taureau, avec le signe du gémeaux, avec le signe du cancer, etc., 11 fois. Et donc, la problématique des aspects, donc, que j'ai virtualisé, représentés par ces traits-là, fait en sorte que on est obligé de tenir compte de l'ensemble des aspects. En astrologie traditionnelle, par exemple, on se limite à 5 aspects, la conjonction, le sextile, le carré, le trigone, des fois le quinconce, puis l'opposition, 5 aspects. Mais la réalité n'est pas là. C'est qu'on n'a pas le droit, parce que donc, moi, dans l'astrologie que j'ai développée au niveau du double zodiaque, il y en a 33. Grosso modo, c'est comme si on avait 20% des aspects qui étaient utilisés dans l'astrologie traditionnelle. Ça veut dire que sur ces 11 relations entre Mars et les autres planètes, eh bien, c'est comme si on en observait 2 sur les 11. Alors, c'est la démonstration, donc, quand on n'utilise pas ces aspects mineurs, qu'on passe à côté de quelque chose. Et donc, l'astrologue qui vient me dire, moi, les aspects mineurs, je les utilise quand j'ai plus rien à dire dans une carte du ciel, mais je suis désolé, mais tu es passé à côté de plein de choses. Là. Et donc, c'est un petit peu ça le bilan que je voulais faire à ce niveau-là. Donc là, on va parler d'une carte du ciel. Alors, tu me renvoies OK, les je coordonnées si tu t'envoie tout veux. de suite. Son Ah, nom, elle s'appelle Ambre. Alors, Ambre, je lui ai demandé de rester présente, de demeurer présente sur le fil pour qu'elle nous donne des... Là, je viens de te les envoyer de nouveau. Est-ce que tu les vois? alors, le 18 juin 64, hop, c'est reparti. Dis-moi le reste. 1964 à Saint-Avold, en France. C'est dans quel département ça? S- c'est marqué A, Saint-Avold. Je sais pas quel département. Renvoie-le, voir que je vois Oui, ça. c'est parce que ça... OK, tiens. À Saint-Avold, France. Ouais, mais ça me donne pas le département. 16h15. Oui, attends un petit Parce peu. que moi, Peut-être qu'elle va me le dire. Ambre, c'est quel département? il y a comment dirais-je, il y a 36 000 communes en France. Donc, bien, Qu'est-ce que tu dis? comment dirais-je, Attends une minute. Tu dis quoi? ouais. Moselle Lorraine? Moselle en Lorraine. Lorraine, qu'elle me dit. Ouais, la Moselle, c'est quoi déjà? 56, 57, 57. Merci 57. Élise, merci Emmanuel. J'ai des gens qui nous aident sur le fil. Super. C'est génial ça. Ouais, ouais, ouais. Donc, au niveau Ben, c'est 16h40. voilà, donc voilà, démarrer le partage. Donc ici.
Ah, on doit avoir la carte du ciel. oh, D'accord? voilà. Là, Donc, on on la va rentrer, voit. Oui. alors on va, je vais entrer les coordonnées de la personne. Donc, son prénom, c'est quoi? Am Comme Ambre. Ambre, Ambre. M-B-R-E. Ouais. Ça nous suffira pour l'instant. On va dans le 57. 57. Tu peux ah oui, hein, c'est pratique, hein, tu fais jour. 57. Donc la ville, on a dit, alors on va cocher ça là, parce que je vais la trouver facilement autrement. Saint, S-A-I-N-T, Avold, A-V-O-L-D. C'est ça, on va voir s'il est capable de la trouver. Alors, Oui, Saint-Avold, il est là, dans le bas. Ouais. wow, Yes. life is beautiful, comme disait ma grand-mère. This is beautiful. 1964, on parle du mois de juin, ici, et on parle du 18 juin. Bon, Ambre, j'espère que tu es sur le fil là, parce qu'on est en train de mettre ta carte du ciel. 16h40. Voilà. 40. Ici, vérifier, une heure, on enregistre. Bingo! Waouh! Ah ben alors là, c'est ça qui est passionnant. Moselle, département. Oui, 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 elle dit oui, oui, oui. OK, elle est bien là. Voilà. Euh, Alors, on a affaire à quelqu'un, justement, on a beaucoup parlé du signe du scorpion puis du signe de la balance, là. ouais. Et c'est intéressant parce que la personne est ascendant scorpion, mais balance au niveau sidéral. Et donc, c'est là qu'on voit justement, puis on va avoir l'occasion d'en parler au prochain cours, c'est que le signe de la balance doit développer le signe du scorpion. Et donc, la problématique de cette personne-là, c'est qu'elle se sent fragile en relation avec, avec les gens. Donc, il y a l'ascendant balance scorpion a une tendance à la naïveté. Et donc, euh, au niveau de la maison 2, on voit justement la ligne noire ici, le scorpion le scorpion sagittaire, donc colorant jaune, c'est qu'on a un aspect, ici, on a un espèce de trigone là, entre Pluton et Jupiter, et ça colorie en jaune, mais le fait qu'il y ait la lune noire, ça atténue énormément. Et donc cette maison 2, c'est une maison où la personne, justement, doit faire très attention. C'est une sorte de protection pour que la personne, comment dirais-je, ne fasse pas, se fasse pas avoir. Mais malgré ça, le fait que la lune noire est là, ben c'est un petit peu atténué. Et donc, on voit que Vénus est conjoint, est en taureau conjoint à Priape, c'est-à-dire le point opposé à la lune noire. Donc, son objectif dans la vie, quelque part, parce que donc il se retrouve en maison 8, c'est de trouver des solutions pour faire en sorte de ne pas se faire avoir dans les relations humaines. Et alors, on voit ici donc la maison 3 Sagittaire, donc c'est une personne avec Jupiter en bélier. Jupiter en bélier, c'est très revendicateur. C'est quelqu'un qui veut parler de ses valeurs, qui veut apporter des réponses, justement. La relation entre le scorpion et le Sagittaire, c'est de trouver des réponses pour faire en sorte d'être capable de fonctionner ensemble. Et donc, on a ici la maison 4 qui est en Capricorne Verseau. Donc là encore, le Capricorne Verseau, c'est un petit peu le principe qu'on a Là, expliqué. tu vas très vite, Jean-Paul. Juste mentionner aux gens qui ne connaissent pas le double zodiaque qu'on a des maisons, des signes superposés comme ça à cause de l'astrologie traditionnelle et de l'astrologie sidérale. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Donc, le double zodiaque, ça consiste à superposer le zodiaque traditionnel avec le zodiaque sidéral, mais on va aborder ça dans d'autres cours, donc on ne peut pas tout expliquer parce non, qu'on non, non. on a Mais juste. rapidement, oui, je comprends. Il me reste 7 minutes pour Ah, faire le. ben, c'est pas grave si ça on dépasse de 5 minutes, là. Ah, tu me rassures, je pensais que On va respirer. c'était Je veux pas coupé te stresser. drastiquement. Quand même, quand même. Alors, vous voyez, on a donc, alors, avec l'astrologie du double zodiaque, les maisons, comment dirais-je, C'est ça, je veux que tu dises qu'est-ce qui est différent mais du ce qui est différent, c'est que traditionnel, les hein. maisons, en fait, sont de 30 degrés et sont 15 degrés autour de l'ascendant, et après, elles sont de 30 degrés en 30 degrés. Donc, les petits triangles qu'on voit sur la carte, ce sont les extrémités des maisons. Les D'accord? petits triangles, oui, oui. Voilà, qui font le tour.
Et donc là, j'étais rendu à la maison 4. La maison 4, on voit qu'on a une opposition Saturne-Uranus. Donc on a affaire à une personne dont l'environnement familial était rigoureux, mais tolérant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de fort dans cette carte du ciel, c'est une personne, ses parents, donc c'était une personne extrêmement exigeante, mais avec la tolérance quand même. Mais au niveau de la maison 5, qui est en Verseau, conjoint à Pluton, on découvre que la Ambre en question, là, elle a une problématique justement, c'est qu'elle ne veut rien savoir de l'autorité en général et qu'elle veut vivre dans une forme d'indépendance, de liberté, de tolérance, d'amour et du style New Age, comment dirais-je, Peace and Love. Et là, D'accord. on découvre au niveau de la maison 6, parce que la maison 6, là encore, on verra dans les cours que c'est la suite de la maison 5, et elle a la superposition poisson-bélier coloré en bleu. Cette superposition-là, elle vient nous dire que la personne est d'une très grande sensibilité au niveau spirituel, elle est extrêmement consciente de la souffrance des gens et Hmm. donc elle va vouloir, elle, s'engager dans des emplois où on va protéger les gens qui se sentent abusés quelque part. Et alors la problématique de ce signe-là, c'est qu'elle est souvent au service des autres, mais jamais à son service à elle. Et Hmm. donc c'est un petit peu pour ça qu'on a la Vénus conjoint Priap en taureau et en maison 8, c'est qu'elle doit apprendre justement à mettre des limites dans les relations humaines. OK. D'accord? Ouais. Au niveau de la maison 7, on est en bélier taureau. Donc là, la maison 7, en général, c'est des gens qui aiment faire du sport. On a Jupiter qui est là, c'est des sports de plein air, parce que Jupiter représente la nature, etc. Et donc, c'est là que c'est intéressant d'observer la relation entre la maison 7 et la maison 8, parce que dans l'astrologie traditionnelle, la maison 8, c'est une maison, comment dirais-je, où on parle d'héritage, de mort, de toutes sortes d'affaires. Mais là, ça n'a rien à voir avec ça. C'est que la maison 8, elle vient nous dire qui on peut fréquenter ou qui on ne peut pas fréquenter. Et donc, la maison 7 en bélier, ça veut dire que c'est une personne qui aime le sport, comme je disais, la nature, etc. Mais il y a quelque chose de complètement éphémère là-dedans. Et donc, elle doit aller vers le taureau. Et donc, quand elle va choisir quelqu'un dans sa vie, Ouais. il faut falloir qu'elle fasse très attention parce qu'effectivement, elle aime les sportifs, etc. Mais il Oui. va falloir qu'elle fasse attention, grâce à la maison 8, de ne pas se faire abuser ou OK. profiter. OK. Continue, mais c'est parce qu'elle vient de me donner un commentaire qui confirme ce que tu es en train de dire. Ah, ben c'est Est-ce intéressant de que savoir. tu veux que je te lise ce qu'elle est en train de m'écrire? Elle Oui, dit, mon ex m'a pris beaucoup d'argent et je n'arrive pas à avoir une relation amoureuse. Elle a très, elle a, oui, très peu d'amis, pas plus de deux. Elle reste chez elle, a beaucoup étudié et ça l'a intellectuellement nourrie. Puis au niveau de ses parents, oui, c'était strict, mais ça l'a aidé pour ses études et elle a fait des études en communication. Mais ce que tu es en train de dire par rapport aux relations, c'est très exact. Et elle l'a écrit avant que tu le dises. ok, ça marche. Alors, c'est pour ça que la maison 8 est intéressante à comprendre parce que c'est la maison qui vient définir nos relations. Et donc, elle, elle a Vénus en taureau conjoint à Priap, Priap étant une sorte d'amplificateur qui vient exagérer un peu la maison. Donc, son objectif est véritablement de conscientiser que ces relations humaines, si elle veut qu'elles soient solides, doivent être basées sur des gens qui ont une tête sur les épaules et qui ne sont pas des têtes folles et qui des gens qui ont des projets sur le long terme, qui ont Des gens, l'intention ouais, c'est d'avoir une ça. entreprise, Des gens d'avoir terre à terre qui sont. ben, des gens qui ont la tête sur les épaules Mm, et qui ont une conscience de c'est quoi la vie, qu'il faut mettre de l'argent de côté, qu'il faut avoir une maison, faut privilégier le long terme, grosso c'est modo. ça. Mm. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a cette maison, comment dirais-je, 9 en, en Gémeaux, Cancer. Et donc, on voit, la plupart des gens qui ont cet aspect-là, Ça, c'est rouge, c'est l'aspect de talent, hein, non? oui, c'est un aspect de talent. Et donc, tous les gens qui ont cette maison neuve, comme ça, en rouge, comment dirais-je, cancer, là, ce sont des gens, c'est des grands communicateurs.
Alors en plus, à la Mercure conjoint Soleil, vraiment qui est superposé dans la double zone du Gémeaux, là, on parlera de cette affaire de Mercure-Vénus dans un prochain cours. Et donc, elle a une puissance intellectuelle majeure, et c'est une personne qui est faite pour enseigner, faire de la recherche, communiquer, avoir des débats intellectuels sur c'est quoi la spiritualité, c'est quoi le respect, etc., etc., etc. J'espère que tu entends tout ça, Andre. Je sais que tu nous écoutes en ce moment. C'est génial. Alors, ce qui est passionnant, c'est que cette maison 10 qui représente la carrière, c'est la Lune, elle est en maison 12, donc on sent, parce que quand on a Neptune, première planète, là moi c'est quelque chose qui me saute aux yeux, hein, Ouais. euh, Tu veux Neptune, dire dans la maison 1, première planète. Neptune, oui, qui est Quand conjoint à tu dis, l'ascendant en ouais, quand maison tu 1, dis là. On première a affaire planète. souvent à des gens qui étaient comment dirais-je, des curés dans une vie antérieure. Quand je dis curés, c'est une façon de parler, c'est que c'est des gens qui sont très connectés au niveau spirituel. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que dans cette vie-là, ils sont l'incarnation de cette spiritualité-là. Et ce qui est significatif, c'est que ces gens-là attirent les gens qui ont des problèmes. C'est-à-dire que c'est des gens qui viennent leur faire des confidences. Oh, ben moi, mon mari me frappe. Oh, ben ça, mon employeur, il m'emmerde, etc., 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 etc. Et Mhm. donc, souvent, ces gens-là, là, qui veulent devenir riches, font des études de psychologie parce que les gens vont venir d'eux-mêmes instantanément les voir. Et les résultats vont souvent être très bons. OK. Voilà. Donc, je reprends maison 9, maison 10. La maison 10, c'est le signe du cancer, les émotions. Alors là, on pourrait aller un petit peu plus loin ici, puis regarder les aspects. Hein. Voilà. Hein. Donc on voit qu'on a des très beaux aspects de la Lune. Donc la Lune, c'est la capacité d'être à l'écoute des autres. Mm. Et la capacité d'être à l'écoute des autres se retrouve en maison 12, c'est-à-dire que elle a vraiment un job de conseillère, de thérapeute, Mhm. d'expert pour aider les gens, etc. C'est ça qui est intéressant, c'est que on a la maison 10, la maison 11, parce que la maison 9, maison 10, maison 11, la maison 9, on réfléchit, on fait des études, on enseigne, puis à la maison 10, on vient livrer la marchandise. Et la Mm. principale marchandise qu'on vient livrer dans la maison 10, c'est que ce qui est important dans la vie, c'est la dimension émotionnelle. Arrêtez de nous faire des grands discours scientifiques sur la nature humaine, mais qu'est-ce que vous visez au niveau du cœur? Et alors, ce qui est intéressant au niveau de la maison 11, c'est que son discours étant tellement brillant, parce qu'on voit qu'on a un aspect avec Jupiter, ça veut dire qu'elle a une maîtrise au niveau émotionnel des connaissances, elle a vraiment intégré tout ça. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la maison 11, c'est là qu'elle va développer une certaine notoriété. Ranus en maison 11, Pluton en maison 11. Et donc la superposition Lion-Vierge, c'est la conjonction Soleil-Mercure, et ça montre que c'est une personne qui a énormément de facilité à attirer les gens à elle. C'est-à-dire que les gens, quand ils vont l'entendre professionnellement, ils vont avoir le goût de devenir son amie, puis elle va se retrouver justement, elle dit qu'elle n'a pas beaucoup d'amis tout à l'heure, mais Ouais. c'est justement, il faut qu'elle apprenne justement à exprimer justement ce qu'elle a à l'intérieur d'elle, et ce qu'il y a à l'intérieur d'elle, c'est la clé de l'avenir de l'humanité. C'est que l'avenir de l'humanité ne passe pas par l'intelligence, l'intellect et la science, mais passe par la voie du cœur. Donc c'est ça qu'il faut qu'elle livre comme marchandise. Et voilà. D'accord? Ouais, ouais. Et donc, au niveau de la maison 12, la maison 12, c'est donc dans la continuité des maisons, on voit que c'est une personne avec la Lune qui est là, c'est-à-dire qu'elle va venir expertiser les gens pour les comprendre, pour essayer de voir dans le détail qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour les aider, etc., etc., en fonction de son expertise. OK. Voilà.
Alors, Super. on pourrait, là, j'ai fait un petit tour rapidement, mais on aurait de quoi aller beaucoup plus loin, c'est sûr, tu vois, je veux dire, là, tu vois, Mais de toute façon, Jean-Paul, les gens qui veulent, ils ont juste à aller te consulter pour quelque chose de plus en profondeur parce que là, je pense qu'elle parlait sur le fil de problèmes au niveau sexualité et tout ça, mais je trouve que c'est trop pers- pointu, au précis là, personnel, ouais. pour aller, ouais, trop personnel, ouais. Mm. Donc, voilà. Est-ce que... Parce que c'est avant tout une personne très sensible, C'est ça. qui est remplie de tendresse, et puis là, ça attire les hommes comme des mouches, là, tu vois. C'est ça, Donc exactement. en fait, le prochain cours, ça va consister justement à partir de ce qu'on vient de dire aujourd'hui Ouais. pour comprendre l'importance du double zodiaque. Et on va découvrir, justement, on va reprendre toutes les superpositions, toutes les signes, et on va découvrir comment fonctionne le double zodiaque, justement, en reparlant des aspects, Ouais. et pourquoi les aspects mineurs sont aussi importants, et qu'il est impossible de passer à côté. Et donc, on va voir se construire d'un seul coup tout le scénario du double zodiaque. Ça va devenir comme évident, ça va devenir comme indispensable. C'est-à-dire que les gens qui connaissent un peu l'astrologie, ils vont comprendre que on n'a pas le choix que d'utiliser ce système-là parce que c'est un système qui fonctionne et qui est cohérent et qui nous explique tout ce qui se passe à l'intérieur du zodiaque. Voilà. Super. Je voulais te dire quelque chose, là, ça m'est parti de l'idée. Ah oui, ben c'est parce que je t'ai écouté tout le long, j'essayais de pas trop t'interrompre. Euh, il y a T'es bien aussi, élevé. je suis gentille, hein? Tu l'as vu dans ma carte du ciel. Non, c'est que l'inverse de Vénus qui est inversé, tu l'as. L'inversion Mercure-Vénus, on en parlera la prochaine fois, par exemple. Donc, pour les gens qui ont vu ça, ce n'est pas une erreur. C'est juste ça que je voulais Non, dire. non, j'ai tout un discours en OK. relation avec ça. C'est que, grosso modo, euh, il y a un monsieur qui s'appelle Maurice Nouvel qui a écrit là-dessus. Il m'a même écrit quand j'ai sorti mon premier livre. En tout cas, on en parlera la prochaine fois. Mais ce qui est intéressant de comprendre et ce que j'ai découvert depuis, c'est que Vénus et Mercure représentent nos deux intelligences qui doivent se compléter. C'est l'intelligence du détail et l'intelligence globale. Et donc, les deux doivent fonctionner ensemble comme un jeu de ping-pong. Au niveau de la Vierge, Mercure doit aller chercher le détail, puis l'intelligence globale de Vénus doit faire de dire ben, arrête-toi parce que tu vas trop loin. Vous voyez. Et c'est la relation entre Mercure et Vénus au niveau des aspects qui va nous parler de l'intelligence des gens. Et Ouais. la raison d'être de cette inversion, c'est Maurice Nouvel qui l'a écrit dans son livre Mercure et Vénus démasqués, dans lequel il explique que entre le Moyen Âge où la Terre était plate et où on a découvert que la Terre était ronde, comment dirais-je, les astronomes, pas les astronomes, oui les astronomes, tous ceux qui travaillent sur les équations au niveau des planètes, ont fait que ils ont remis le centre des équations au niveau du Soleil et ils ont oublié à l'époque que Mercure et Vénus étaient entre la Terre et le Soleil, et donc ils auraient dû les inverser. C'est ça que nous démontre Maurice Nouvel dans son livre. Et puis le fait est que, bon, il a été beaucoup critiqué parce que les gens ne veulent jamais aller trop loin. Et le fait est que moi, je suis allé quelques mois après que Maurice Nouvel m'ait écrit, un mois ou deux, au Mexique, où j'ai rencontré des gens qui disaient que les astrologies Asrec ou je sais pas quoi, elles inversaient Mercure et Vénus aussi. Donc il y a quelque chose. Et puis le fait est que j'ai fait des recherches statistiques là-dessus, Mhm. grâce au logiciel d'astrologie d'Auréas, et j'ai démontré par ces recherches statistiques que effectivement l'inversion avait lieu d'être. Mais ce qui était en fait, ce qui n'est pas très grave, c'est que les deux planètes nous parlent d'intelligence. De toute façon, en tout cas, j'ai aimé ça et je trouvais ça très précis ce que tu me disais en lien avec ça. Donc, on va en reparler dans un prochain cours. Alors, ben, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été là. On a brisé la glace avec notre premier cours. Vous allez pouvoir le retrouver, prendre le temps de l'écouter sur YouTube. Et puis, j'espère que vous partagerez si vous avez bien aimé ça. Alors, Jean-Paul, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Ben, ce que je voulais rajouter, parce qu'on s'adresse à beaucoup de monde aujourd'hui, Oui. c'est que quand on découvre l'astrologie du double zodiaque,
on découvre, malgré la soi-disant complexité de la technique, on découvre que l'astrologie devient beaucoup plus simple. Parce que d'un seul coup, on a tous les éléments pour décrire une personnalité et donc il n'y a plus de zone d'ombre dans les cartes du ciel et on a vraiment toutes les réponses. Moi, la Mhm. plupart des astrologues qui viennent me voir en consultation me disent, moi ça fait 40 ans que je fais de l'astrologie, puis j'ai jamais rien compris à ma carte du ciel, puis j'aimerais bien faire des consultations, mais je ne comprends pas ma propre carte du ciel. Oh, Alors qu'avec le double zodiaque, eh ouais. ben, on a toutes les réponses. Et c'est ça qui est passionnant, c'est que l'astrologie devient passionnante à découvrir. Ouais. C'est plus comment dirais-je, quelque chose de compliqué qu'on De n'est pas compliqué, de capable d'avoir une mathématiques. réponse. Puis, Ouais, alors ouais, ça nous envoie une image comme quoi on n'est pas compétent. Puis, c'est pas qu'on n'est pas compétent, c'est que simplement on n'a pas le bon outil. mhm. Voilà. Exact, exact. Alors, merci beaucoup. Passez une belle journée du dimanche. Et puis, j'ai bien hâte de vous revoir. À la prochaine. Merci, Jean-Paul. Merci énormément de partager tes connaissances avec nous. Ben, ça me fait plaisir parce que comme c'est passionnant, j'ai le goût d'en faire profiter les autres. Oui, exact. Merci, merci. Au Bye revoir. bye.